Alors, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue à cette table ronde organisée par Finance Innovation et Currency Cloud. Voilà, donc le monde des paiements a considérablement évolué ces 24 derniers mois, voire 48 derniers mois. Aujourd'hui et très certainement demain, on parlera encore des paiements numériques et de finances intégrées. En fonction des acteurs fintech et des définitions et des technos, une approche différente de l'intégration d'API, ça permet un peu d'y voir plus clair. Aujourd'hui, on va, pendant 1 heure ce matin, écouter les différents éclairages de nos intervenants à ce sujet. Donc, je vais accueillir tout de suite mes intervenants. Mohan Manouri, directeur commercial France de Currency Cloud. Christophe Maroun, directeur commercial France de Solaris Bank. Venez en même temps que je vous appelle. Benjamin Blondeau, Chief Finance et Strategy Officer de Scaleit. Et Laura Pallier, co-founder de Regat. On va se prêter les micros. Ça dépend si c'est la fonctionnalité. En fait, ça c'est pour la captation. D'accord. Sinon, je te laisse. Celui-là, il n'est pas venu. Donc, alors, finance intégrée, finance embarquée, embedded finance. Il y a autant de termes pour un seul concept. On va utiliser aujourd'hui, parce qu'on est en France, le terme finance intégrée pour toute notre table ronde. Pour rappel, la finance intégrée fait référence à la combinaison transparente de services financiers traditionnels avec un autre. Il s'agit de l'intégration d'un service financier dans une application ou un site web non financier. La finance intégrée est utilisée par exemple dès qu'un client paye via une application, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec nos intervenants et un petit tour de table, et on va démarrer par vous Christophe, sur c'est quoi selon vous l'état actuel de la finance intégrée en France et comment vous la définiriez? Test, ça marche? Il faut appuyer sur le... Sinon, on prend celui-là. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Maroun, je suis directeur commercial France chez Solaris Bank depuis plus d'1 an maintenant. J'ai un background de la fintech et des paiements, donc je connais bien le sujet. Je souhaite présenter rapidement Solaris Bank. On est une société allemande créée en 2016. On fait du banking as a service, donc on propose des services financiers en marque blanche et on a obtenu notre propre licence bancaire. On est plus de 700 personnes et on a fait une expansion géographique vers la France, l'Espagne et l'Italie avec des succursales locales. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Par rapport à la finance embarquée, ça permet à des sociétés, tout type de sociétés, des big tech, des fintech, des corporates, tout type de sociétés, de rajouter des services financiers dans leur offre pour permettre de rajouter de la valeur à leurs clients et de manière très fluide avec des intégrations rapides. Donc, par exemple, un client peut rajouter une carte bancaire, un compte bancaire, des paiements, alors que son offre initiale n'est pas du tout financière. Son état actuel aujourd'hui, elle est très à la mode, comme vous pouvez le constater. Et je pense qu'on n'est qu'au début parce qu'on est en train de voir de plus en plus d'acteurs qui rentrent et qui utilisent la finance embarquée, des acteurs traditionnels comme des banques, des acteurs traditionnels aussi qui n'ont rien à voir avec la fintech, des sociétés de transport, et même d'autres acteurs comme des employés benefits qui offrent des avantages pour les salariés. Ils cherchent à se fintechiser ou soit digitaliser leur offre avec un parcours client très simple, très fluide, soit à rajouter des nouveaux services, donc créer des nouvelles valeurs à leurs clients avec un parcours, donc c'est ça le plus important, avec un parcours simple via des intégrations derrière avec des API, des systèmes, pour proposer ce service-là de manière très fluide. Et donc la finance embarquée permet de faire tout ça. Et pour que ces acteurs puissent offrir ce genre de produits, ils vont se reposer sur des acteurs qui sont spécialisés là-dedans, comme Solaris Bank ou comme Currency Cloud, etc., qui vont chacun proposer un service spécialisé. Et donc ils vont le proposer en marque blanche pour que la société ou la corporate
puisse le proposer sous sa propre marque. Oui, merci. Moi, je vais continuer sans micro, donc si j'ai plus de voix dans 1 heure, on en reparle. Benjamin, peut-être vous voulez compléter Ouais, donc Benjamin Blondeau, moi je m'occupe de la stratégie et de la finance chez Scalit. Donc Scalit, c'est ce qu'on peut appeler, alors un peu vulgairement, un core banking system. Donc c'est ce qui va servir un peu d'ERP pour les banques. Ça va en termes de son ou vous voulez que je prenne un micro? C'est bon? Ok, donc c'est un peu un ERP pour les banques, ça va gérer les données clients, donc de KYC, le catalogue des produits et des opérations, qui soient des produits gérés par la banque ou des produits tiers par des partenaires, et à la fin une comptabilité auxiliaire. Et autour de ça, on vient intégrer un ensemble de partenaires qui vont faire de la vérification de documents d'identité, du filtrage de conformité. Et donc c'est vraiment un core banking qui est pensé de façon ouverte et adaptable. Et ce core banking, on le commercialise à la fois auprès de FinTech en Europe ou auprès de grands établissements bancaires qui cherchent à se moderniser. Alors en général plutôt sur leur activité annexe et ils gardent leur core banking traditionnel pour leur principale banque de détail. Donc pour la finance intégrée, alors oui, l'embedded finance, c'est quelque chose qui est très à la mode. Après, c'est un type de service, moi la façon dont je le vois, c'est que ça existe depuis très longtemps. Quand vous allez chez votre commerçant, enfin l'épicier en bas de chez vous ou le bar, d'avoir une ardoise chez le commerçant, en fait, il vous fait un crédit. C'est juste que le crédit, ça passe pas par un établissement de crédit, c'est juste de gré à gré entre un client et un commerçant. Et donc, nous, chez Scalit, on s'aperçoit que grâce à la technologie et aussi au digital, il est aujourd'hui assez facile de proposer, à la fois réglementairement et technologiquement, des services financiers auprès d'acteurs qui jusqu'à présent avaient juste une activité commerciale. Donc je suis d'accord avec Christophe, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, c'est très à la mode. Nous, on a beaucoup de clients qui cherchent à se développer là-dedans. Alors, on s'adresse, nous, qu'aux établissements régulés. Donc, un commerçant qui va vouloir lancer un service financier, s'il veut travailler avec nous, il va falloir qu'il aille chercher une licence auprès de la CPR ou d'une autre banque centrale, ce qui est une différence avec le banking as a service tel que peut le faire Solaris. Mais donc, et les deux éléments qui sont les plus porteurs aujourd'hui dans ce qu'on voit, c'est la partie BNPL. Quasiment tous les sites commerçants vous proposent un crédit en 3 ou 4 fois sans frais dès que vous achetez quelque chose d'un peu cher. Ça n'existait pas il y a 2-3 ans et c'est un service financier au moment de l'acte d'achat. Après, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a 10 ans, si vous achetiez une voiture, le concessionnaire il vous faisait un crédit directement chez le concessionnaire. Là, c'est juste appliqué à plein de choses et sur une expérience client qui est très fluide. Et la deuxième partie, c'est les marketplaces. C'est devenu une tendance un peu de fond, même des boutiques qui sont... comme Decathlon, qui était la marque préférée des Français sur une gamme de produits en propre, aujourd'hui viennent intégrer des third parties, des partenaires dans leur site internet. Donc ça veut dire que pour faire ça, ils font de l'encaissement pour compte de tiers, ils vont récupérer de l'argent qui n'est pas à eux pour leur reverser, c'est un service financier. Et le deuxième point, c'est que pour la logistique, souvent ils vont venir stocker des éléments dans des entrepôts qui sont gérés par Decathlon et vous avez beaucoup de produits financiers autour du financement de ce stock ou du financement des marchands des marketplaces. Merci Christophe. Laura, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors moi je parle moins fort, donc je vais prendre quand même le micro. Je suis cofondatrice de Regat. Je vais me présenter juste en 2 mots. Donc, Regat, c'est une plateforme qui permet de gestion financière. C'est une surcouche qui vient au-dessus du logiciel de comptabilité qui va permettre aux directions financières et également aux experts comptables de gérer l'ensemble des finances d'une société à un seul endroit, que ce soit sur le process procure to pay, donc tout ce qui est automatisation de la comptabilité, obtention des bons à payer, paiement, également sur la partie émission de factures clients, envoyer ses factures, relancer son client. Et on a toute une couche donc, de paiement virement, mais également cartes bancaires physiques ou dématérialisées qui permettent de faciliter les traitements dans une autre société. Voilà, donc ça c'est un peu les pitchs de Regat. Avant ça, j'étais une directrice financière, donc toute l'utilisation des paiements, etc. J'étais moi-même consommatrice pour la société où je travaillais. Donc moi sur la finance embarquée, je vais parler de mon prisme, qui est une société de gestion financière. L'idée c'est vraiment de placer l'utilisateur au centre de l'expérience. Il faut améliorer son expérience sur toutes les différentes tâches qu'il a effectuées. Et la finance embarquée permet de réunir tous les besoins, de répondre à tous les besoins sur une seule plateforme sans être expert de chacune
des thématiques qui doivent être traitées. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des plateformes comme Regat, où en fait on va pouvoir se concentrer sur toute la chaîne de valeur du traitement des factures, des finances d'une société, et d'aller jusqu'au bout du traitement, là où avant il y avait une rupture de chaîne, où on devait passer sur sa banque traditionnellement, faire ses paiements, et a fortiori quand on avait des paiements internationaux, devoir faire appel à des prestataires externes, mais qui sont complètement isolés du reste des outils qu'on peut utiliser. Donc aujourd'hui, vraiment l'idée c'est de tout fournir sur une seule interface, et il y a vraiment cette consolidation qui se fait et qu'on peut aussi constater sur d'autres secteurs comme le marketing ou les sales, qui ont des plateformes aussi qui maintenant consolident tous les services à un seul endroit. Merci Laura. Moi, on va avec vous sur ce premier point, la définition. Je pense qu'on m'entend. Donc déjà bonjour et merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je pense pas qu'on t'entende. Je pense pas non plus. Le micro ne marche pas. Il est allumé mais il marche pas. Il faut coller en fait. Comme si je chantais. Ouais, c'est bon. Exactement. Si tu chantais. Je ne sais pas chanter, croyez-moi. Donc, je suis Madouri, comme vous pouvez le voir, directeur commercial pour Currency Cloud, et je suis en charge de l'expansion de Currency Cloud sur le marché français depuis maintenant bientôt un an. L'expansion sur le marché français parce que Currency Cloud est une boîte anglaise basée en Angleterre qui a été créée en 2012, donc on a bientôt 10 ans. C'était racheté par Visa en tout début d'année, donc c'est quand même un moment assez important pour nous. Pour décrire Currency Cloud en quelques mots, notre objectif et notre mission est vraiment de travailler avec les fintech, les banques et autres types d'entreprises et de les aider à améliorer la façon dont ils font sortir et rentrer les paiements transfrontaliers. Mais à vrai dire, nous travaillons plus particulièrement et plus souvent avec les startups qui justement ne sont pas encore lancées sur le monde des paiements transfrontaliers. Nous les aidons et nous fournissons donc une infrastructure API qui leur permet de récolter des fonds de différentes façons, qui leur permet d'avoir accès à du Forex et de monétiser ce Forex, plus important, et finalement d'ouvrir les couloirs aux paiements transfrontaliers, domestiques, ainsi que globaux tels que le SWIFT. Pour parler un petit peu plus de la finance embarquée, Embedded Finance, je pense que de toute façon ce sont un petit peu des buzzwords. Hein. C'est du marketing et c'est quelque chose qui, comme Benjamin l'a dit, qui existe depuis bien longtemps et qui est en train de se catapulter un petit peu. Pour moi, l'Embedded Finance, c'est un sous-produit, un dérivé quelque part de la transformation digitale globale qui de toute façon est en train d'arriver à travers plusieurs industries. Mais si on devait définir l'Embedded Finance, même si on posait la question à 10 personnes du public aujourd'hui, on aurait sûrement 8 réponses différentes. Et si moi je devais le définir 3 jours d'affilée, j'aurais sûrement 3 définitions différentes aussi. Mais dans ce contexte, je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de démocratiser l'accès aux services financiers, qui était historiquement uniquement fourni par des banques traditionnelles. Et aujourd'hui, ce modèle ne fonctionne plus parce que on vit dans un monde digital, on vit dans un monde global et malheureusement les banques sont peut-être un petit peu trop lentes et il y a beaucoup plus de place et beaucoup plus de demandes pour des services niches, personnalisés et simplifiés. Merci Juan. Donc en effet vous avez parlé de transactions transfrontalières à juste titre, ça va faire la transition avec notre prochaine question parce que quand il s'agit de commencer à traverser les frontières ça devient un peu plus complexe. C'est finalement le paiement qui est concerné là. Alors concrètement, quel rôle joue la finance intégrée dans les paiements domestiques et internationaux? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? On va continuer avec vous, moi, sur cette deuxième question. Oui, c'est quand même notre expertise, donc ça fait sens et le micro ne veut vraiment pas marcher. Alors, merci, je pense que c'est mieux. Pour moi, les paiements transfrontaliers, les paiements digitaux domestiques, c'est déjà une sous-catégorie de l'embedded finance, parce qu'on parle maintenant d'embedded payments, et comme vous l'avez déjà mentionné, il y a des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas des fintech, qui ne sont pas des entreprises financières, mais qui sont malgré tout en mesure de fournir un service de paiement. Et je pense que c'est une tendance. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent garder et retrouver une autonomie quand il s'agit de justement gérer leurs paiements domestiques ou internationaux, mais qui sont un petit peu coincés. Aujourd'hui, faire des paiements transfrontaliers, ce n'est plus nécessairement aller chez Western Union ou d'appeler son banquier. Il y a des moyens de le faire de façon plus optimale et plus digitale, plus efficace, plus rapide et plus transparente. Les paiements transfrontaliers, c'est compliqué, ça peut être très coûteux. Et pour prendre l'exemple de Currency Cloud, je pense que c'est un exemple parfait d'embedded finance parce que Currency Cloud, concrètement, ce n'est qu'un regroupement de partenaires bancaires que nous avons établi, acquéris et maintenu au fil des années
repackagés sous forme d'API pour les adapter aux besoins de nos clients, qu'ils peuvent eux-mêmes consommer et repackager et délivrer sous leur interface en contrôlant l'expérience client qu'ils essayent de délivrer. Je pense que c'est mon premier point, je vais laisser mes collègues intervenir. Effectivement, de manière générale, les fintechs, souvent, ils vont se lancer sur un seul marché, leur marché local, mais très rapidement, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, avec le monde digital, pour croître, pour grandir, pour commercialiser, pour être compétitif aussi face à la concurrence, aussi avec un écosystème qui est très dynamique côté fintech, elles doivent se diriger relativement rapidement vers d'autres marchés. D'ailleurs, c'est pour cela Solaris Bank, donc basé en Allemagne, a fait une expansion géographique vers l'Espagne, l'Italie et la France pour accompagner ces fintechs-là qui ont démarré en Allemagne, qui souhaitent aller aussi sur un nouveau marché. Et vice-versa, on voit aussi des fintechs françaises qui souhaitent démarrer tout de suite en France, mais très rapidement aussi attaquer d'autres marchés, ce qui va leur permettre de commercialiser plus et de gagner de la part de marché, de toucher des nouveaux clients, parce que les besoins sont plus ou moins similaires dans ces marchés-là. Et donc ces fintechs-là qui vont aussi proposer leurs services à des sociétés ou à des particuliers. Aujourd'hui, toute société ou particulier a aussi besoin d'échanger des paiements ou de la marchandise avec l'étranger. Donc la partie paiements internationaux est aussi très importante, qui va permettre aux fintech d'avoir plus de parts de marché, de se différencier des concurrents et aussi effectivement monétiser cette partie-là. Merci Christophe. Pour ceux que Benjamin. Moi, ce lien entre paiement et embedded finance, ça m'inspire deux choses. Ce que tu disais, Mohan, c'est que déjà, ça force les acteurs à ouvrir leur système d'information, parce que en fait, c'est ce qu'expliquait Laura aussi, c'est de dire que l'embedded finance, c'est d'éviter une rupture dans l'expérience client en allant jusqu'à un certain point et puis après basculer sur le site de sa banque pour réaliser le paiement. Donc, si vous voulez le faire depuis le site internet ou si vous voulez payer quelqu'un par WhatsApp, ou moi, un truc que je fais beaucoup avec mes amis, c'est tree count. Donc, vous rentrez toutes vos dépenses et puis à la fin, vous devez chacun un peu d'argent. Une fois que vous avez le tree count, chacun va sur le site de sa banque pour faire un virement, rentrer le RIB. C'est assez... ça vient casser le truc, et puis vous avez toujours des amis qui ne vont pas le faire tout de suite, et puis il faut les relancer, mais c'est compliqué de se connecter à la banque. Alors que c'est vrai que si vous avez juste un bouton à la fin et puis vous cliquez et ça génère le paiement, ça facilite beaucoup l'expérience client. Et pour être capable de faire ça, il faut que les entreprises de paiement, donc que ce soit des banques ou des acteurs spécialisés, mettre à disposition ces API qui sont en fait juste des interfaces que le site internet, ou dans ce cas-là TreeCount, va être capable d'aller appeler pour générer le paiement basé sur les informations que le site va mettre. Et donc ces deux éléments, à la fois l'expérience client et cette continuité dans l'expérience client et l'ouverture de la technologie, c'est ça qui fait en fait l'intérêt pour le consommateur d'avoir des paiements sous une forme d'embedded finance. Alors, juste avant, je voudrais rebondir sur quelque chose que Christophe a dit, juste en partage d'expérience, sur le fait justement en tant que fintech, de vouloir gérer l'international, de pouvoir aller sur d'autres marchés et de pouvoir justement s'étendre avec ces fonctionnalités de paiement, parce qu'en fait c'est une fonctionnalité qui est hyper régulée, donc forcément très localisée, que si je suis en France et que je veux m'étendre j'allais dire en Angleterre, c'est encore pire parce qu'il y a une devise qui n'est pas la même, mais c'est vrai que c'est compliqué. En tant qu'entreprise, quand j'ai créé Regat avec mon associé, on a commencé à chercher un partenaire pour pouvoir justement gérer cette partie de paiement. Et c'est très compliqué parce que quand on est petit et qu'on veut avoir justement un partenaire sur cette partie de paiement et qu'on n'existe pas encore, les partenaires sont assez exigeants et ne veulent pas parier sur le mauvais cheval. Parce que c'est sûr que quand on commence à mettre un partenariat en place comme ça, c'est des ressources, c'est coûteux des deux côtés. Et donc, en fait, ils ne veulent pas investir sur des sociétés qui ne vont pas avoir de la croissance derrière. Et finalement, ça a été beaucoup plus simple de faire un partenariat avec un acteur franco-français, puisque moins d'exigences et puis plus peut-être envie de parier sur l'économie française, ou j'en sais rien, que d'aller directement sur des acteurs internationaux qui pouvaient nous accompagner sur une expansion internationale.
Aujourd'hui, après 2 ans de vie de Regat, on se rend compte qu'effectivement, dès lors qu'il s'agit de paiements internationaux, quand on est parti avec un acteur franco-français, ça peut poser certains sujets sur l'expansion internationale et la capacité de notre partenaire à nous accompagner. Et c'est vrai que ça complique énormément les choses. Donc, je voulais juste partager cette expérience parce que c'est vrai que pour la FinTech, avoir un acteur qui permet de gérer plusieurs pays, c'est quand même un atout majeur. C'est pas forcément très facile d'accéder à ce service-là au tout début. Ouais, petite parenthèse. Et après, pour revenir sur la partie internationale, ce qu'on constate, c'est que, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est quand même, ça va aujourd'hui en le disant, aujourd'hui, les paiements internationaux, ça fait partie prenante. Alors moi, j'ai toujours une vision très B2B, parce que voilà, on vend des entreprises, ce sont des entreprises qui nous utilisent et qui payent. Les paiements internationaux, aujourd'hui, c'est tous les types d'entreprises. Ça peut aller de petits artisans qui va tout simplement acheter des services sur Internet et qui va utiliser des sociétés basées à l'étranger, à la PME qui va avoir 50%, 60% de ses flux en devises étrangères parce qu'une partie de son business est à l'étranger ou qu'elle s'approvisionne dans certains pays. La complexité de gestion de ces cas d'usage, c'est que finalement, chaque use case va avoir une réponse différente. Et sur la finance embarquée, nous, en tant que plateforme de gestion unique, l'idée, c'est qu'on puisse gérer tous ces cas d'usage. Et finalement, l'utilisateur, lui, qui paye son voisin qui a la rue d'à côté ou qui paye une entreprise à l'autre bout du monde, il ne veut pas que son expérience y ait un traitement différent. C'est casse-pied de devoir avoir un autre outil pour pouvoir avoir des outils de couverture, regarder combien j'ai dans mon enveloppe sur lesquelles j'ai acheté des dollars, est-ce qu'il m'en reste, est-ce que je peux payer mon client, etc. En fait, il veut tout à un seul endroit. Et du coup, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter chez Regat, et c'est à travers les partenariats qu'on arrive à gérer ça, puisque bien évidemment, on ne peut pas être spécialiste sur tous les cas d'usage. Merci Laura, on reviendra juste après sur les partenariats, mais vous justement, vous dites justement beaucoup de cas d'usage. Donc finalement, c'est quoi les opportunités, les défis, les réels enjeux de la Embedded Finance ou de la finance intégrée Benjamin. Sur les défis, les opportunités, il y en a. Il y a plusieurs choses. C'est déjà aujourd'hui la FinTech et pas mal d'acteurs autour de la table. On a levé quand même beaucoup d'argent et donc beaucoup de gens se lancent dans l'embedded finance et parfois il n'est pas tout à fait évident de voir la valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est que l'expérience client soit bonne, mais par exemple d'avoir une carte de fidélité, je vais dire de Truffaut, qui sert aussi de carte de paiement dans d'autres magasins, j'ai pas forcément besoin de 10 cartes de paiement dans mon portefeuille. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui sont tentées, avec parfois des choses où, pour le client, la valeur ajoutée n'est pas toujours très claire. Et à l'inverse, il y a des choses qui s'intègrent extrêmement bien. Bon, moi qui suis directeur financier, c'est vrai que d'avoir sans cesse 2 opérations, c'est-à-dire je vais rentrer dans ma comptabilité un virement bancaire, et ensuite je vais aller sur le site de ma banque faire le virement bancaire, il y a plein de pertes de temps à ce niveau-là. Dans tout ce qui est une expérience 100% digitale, l'acte de paiement, il est souvent juste l'aboutissement de tout ce que vous avez fait avant. Donc sur un commerçant, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on arrive sur le B2B, faut aller sur une autre plateforme. Et donc il y a une vraie, je pense, opportunité dans la fluidification de l'expérience client sur un ensemble, un ensemble d'aspects qui va faire gagner en productivité et en efficacité. Mais après, c'est quels sont aussi les bons acteurs pour porter ça. Et je comprends un peu ce que fait Regat, c'est-à-dire vous mettez une couche sur des logiciels comptables que vous venez intégrer, il est sûr que si c'était Sage, qui a des parts de marché importantes, qui le faisait, ou des acteurs historiques qui étaient en capacité de le faire, ce serait peut-être plus simple que de multiplier aussi le nombre d'acteurs qui vont arriver. Et ça, c'est la même chose, nous, sur les core banking systems. Si les acteurs historiques avaient été capables d'ouvrir leur core banking system, on n'existerait pas non plus. Donc ça fait aussi un ensemble de défis pour les acteurs historiques de s'adapter et des opportunités pour des nouveaux entrants qui arrivent à proposer des choses qui sont vues du client beaucoup plus agréables. En plus de ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a une part de réalité, c'est qu'effectivement, pour reprendre le cas d'usage de Regat, les éditeurs traditionnels n'ont pas réussi à s'adapter sur les nouveaux besoins. Donc en fait, ils vont avoir une certaine robustesse des logiciels qu'ils proposent, mais ils ne sont pas spécialisés sur les nouvelles
les nouveaux besoins, et c'est là où effectivement des acteurs comme nous intervenons, en sachant que effectivement, certes c'est une surcouche, mais le principe c'est d'en avoir qu'une seule, et de ne pas multiplier les surcouches avec une intégration facilitée qui permet effectivement d'avoir une chaîne de valeur intéressante. On peut poursuivre. J'enchaîne. Bien sûr. Ok. Non, alors sur les opportunités, effectivement, de l'embedded finance, pour une plateforme comme la nôtre, c'est toujours de pouvoir fournir un service complémentaire à l'utilisateur. Donc, on va pouvoir intégrer une variété de services sur les paiements et sur d'autres éléments. Aujourd'hui, nous, on permet de payer facilement, on permet de faire donc, des paiements via CFA euros, on permet de faire de paiement par carte. On a également des partenariats qui vont permettre de gérer tout ce qui est paiement 3 fois sans frais. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner avec l'évolution technologique et l'évolution de marché, le client sur ce qui se fait on va dire, la dernière mode, pour pouvoir avoir un produit qui est à jour sur le marché. Et ça, ce ne serait pas possible sans l'embedded finance, parce qu'effectivement, dans toutes ces collections APIsées, on ne pourrait pas faire évoluer le produit un petit peu au gré du marché. Et ça, c'est un vrai point positif. Après, le défi de tout ça, c'est que à chaque fois, du coup, on passe par un partenaire différent. Et donc, désolée, j'enchaîne sur ce partenariat, je sais que c'est un sujet qu'on va développer après, mais pour moi, c'est un vrai défi de gérer nos partenaires, parce que partenaire, on prend un moment T, comme je disais, parce qu'il convient et qu'on arrive à se mettre d'accord sur un fonctionnement ensemble, et après, on est quelque part presque tributaire de son évolution, de sa roadmap, et donc faire coïncider les besoins du time to market, c'est-à-dire que moi, mes clients veulent aujourd'hui faire du paiement international, mais mon partenaire m'a dit que ça arrivait dans sa roadmap d'ici 6 mois. Comment j'arrive à gérer cette différence entre les besoins de mes clients et mes différents partenaires sur toutes les thématiques que j'ai à gérer. Et ça, c'est une vraie complexité. Je sais plus, on est à quelle question du coup, mais je vais faire quelques commentaires qui touchent un petit peu sur les deux. L'un des plus gros défis, si on veut se lancer dans l'embedded finance, c'est quelque part un petit peu par où commencer. Ça peut faire peur, et je pense que il y a une ligne assez fine entre de l'embedded finance et des services qui sont bel et bien financiers, qui ont besoin d'être régulés et qui ont justement besoin d'avoir un élément de conformité très diligent. D'un point de vue des opportunités, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités d'innovation. De manière générale, l'embedded finance a créé beaucoup de nouveaux micro-marchés, la digitalisation et le fait qu'on vit maintenant pratiquement sur Internet et qu'on achète pratiquement sur Internet à l'international crée beaucoup d'opportunités d'innovation. Et pour les entreprises qui veulent vraiment bien faire, ça leur donne des opportunités d'apprentissage aussi et de travail collaboratif avec des partenaires qui, eux, ont l'expertise dans le domaine concerné. Je vais laisser Christophe. Moi, je vais enchaîner sur les opportunités et défis de l'embedded finance de manière générale. Si on regarde dans le passé, peut-être il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les banques étaient vraiment, je prends l'exemple des banques traditionnelles, travaillaient vraiment que entre elles, sans beaucoup de collaboration, etc. L'arrivée des fintech, ils ont disrupté le marché d'un point de vue produit et offre, mais ils ont aussi bousculé un petit peu les banques traditionnelles, dans le sens où les banques traditionnelles maintenant sont beaucoup plus ouvertes à tout ce qui est collaboration, partenariat, et ne pas tout avoir en interne chez eux. Et ça, c'est une énorme opportunité pour l'embedded finance, parce que du coup, ça permet à ces banques de faire appel à des spécialistes sur certains sujets et travailler avec eux, et donc embarquer cette partie financière dans leur offre. Donc les banques traditionnelles, c'est un exemple, mais d'autres acteurs aussi qui n'ont pas forcément une offre financière cherchent à proposer des offres financières. De 1, pour capter les clients, les garder chez eux. De 2, pour leur proposer plus de valeur. Et de 3, pour monétiser, donc avoir une nouvelle source de revenus. Donc d'un point de vue opportunité plutôt global, les opportunités sont vraiment très importantes. Voilà, les banques traditionnelles peuvent faire appel à des acteurs pour faire de l'embedded finance.
des sociétés de transport, des employee benefits, des avantages pour les salariés, mais vraiment tout type de sociétés de logistique, etc. Tout type de sociétés maintenant, elles sont ouvertes pour faire de l'embedded finance. Et donc ça crée de l'opportunité pour que l'embedded finance grandisse. Maintenant les défis, je suis d'accord, il y a beaucoup de défis. Moi je pense à deux choses. La première, c'est vraiment la diversité des demandes. Donc il y a énormément de demandes qui viennent de tous les sens, et les fintechs vraiment ils cherchent à disrupter le marché et elles veulent des solutions innovantes. Donc c'est à l'embedded finance de pouvoir réagir et avoir des solutions vraiment rapides pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et il y a effectivement la partie réglementaire qui est aussi un sujet, c'est un défi, parce que une banque qui a sa propre licence bancaire qui va faire appel à un autre prestataire pour un moyen de paiement, il faut voir comment jongler entre les deux licences et la partie réglementaire. Mais je pense que voilà, d'un point de vue global, pour moi l'avenir il est très prometteur pour l'embedded finance. Merci. Quand vous avez tous envie de parler de partenariat et de collaboration, on va enfin avoir cette question. C'est Laura qui va démarrer. Pourquoi c'est si essentiel finalement les partenariats au sens large pour la finance intégrée? Alors déjà, les partenariats sont essentiels effectivement. Juste une petite précision, moi ce que je trouve essentiel, c'est les partenariats avec les sujets d'intégration. Parce que c'est génial d'avoir des partenariats avec d'autres personnes, mais s'il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'intégration, d'un point de vue de la finance intégrée, voilà, l'expérience utilisateur, quand on parle de la chaîne de traitement, qu'il ne faut pas avoir de rupture, qu'on a tout complètement intégré, s'il n'y a pas d'intégration APIisée, ça n'existe pas. Donc déjà, pour moi, c'est des partenariats, mais avec cette notion d'intégration qui représente un enjeu fort. Après, bon, il y a un peu de répétition par rapport à ce que j'ai dit préalablement, mais voilà, avoir un partenariat, ça va permettre de gérer différents sujets sans être experte à chaque fois sur chacun des sujets. Si j'avais voulu faire Regat et en même temps gérer moi-même les paiements, j'aurais eu un cycle de 2 ans pour avoir les bonnes accréditations auprès des bons organismes, etc. Impossible. Enfin, je veux dire, ce serait le parcours du combattant. Je ne peux pas être spécialiste sur tous les sujets. Je ne peux pas être spécialiste sur les process financiers, la gestion des processus financiers et l'automatisation au sein d'une société, et par ailleurs être spécialiste sur la partie bancaire. Donc c'est évident que forcément, on a besoin de ces partenariats, et par ailleurs, il y a une notion de ressources, donc de compétences, de timing, et ensuite il y a une notion de ressources aussi. Si à chaque fois je devais redévelopper toute la brique technologique associée à chacun de ces services, c'est pareil, c'est infaisable, je ne pourrais pas exister. Donc forcément, c'est vital pour une fintech aujourd'hui de se reposer sur ces partenariats-là. Et après, spécifiquement sur cette partie des paiements, ça permet de gérer les aspects réglementaires avec beaucoup plus de facilité. Aujourd'hui, si vous montez une société et que vous voulez faire du paiement et que vous faites appel à des acteurs comme ceux autour de la table ou à d'autres acteurs, vous allez devoir revendre des services financiers. Donc, ça nécessite un agrément auprès de la CPR notamment, mais c'est un agrément sur lequel ces acteurs qui sont spécialisés vont vous accompagner, vont faciliter les démarches, vont vous aider à faire les dossiers. Ils sont eux-mêmes en contact avec ces organismes de régulation de façon très liée. Et donc, ça facilite l'obtention de ces choses-là. Là où moi, je serais encore une fois profane sur le sujet et faire ce dossier-là me prendrait plus de temps et je n'aurais pas les bons contacts, ce serait plus compliqué. Donc, forcément, les partenariats, pour tout un tas de raisons, que ce soit le timing, que ce soit les compétences, que ce soit la brique technologique, etc., c'est crucial pour une fintech aujourd'hui pour pouvoir exister. Merci Laura. Mohan, un petit mot. Pour ma part, je pense que quelque part, l'embedded finance, c'est un petit peu synonyme au partenariat et vice-versa, comme on l'a tous expliqué, faire de l'embedded finance tout seul, c'est pas possible. Et quelque part, faire ça avec un seul partenaire, c'est peut-être un petit peu contre-productif. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui prétendent savoir tout faire, mais ce n'est pas nécessairement le cas, c'est peut-être un petit peu parfois trop beau pour être vrai. Et quelque part, même si c'était le cas, vous serez du coup un petit peu dépendant de ce partenaire, alors qu'il y a, comme Laura l'a expliqué, beaucoup de plus-value à intervenir avec différents partenaires qui ont de l'expertise et de l'expérience sur certains sujets qui répondent à des problématiques particulières. Je pense que Christophe est un exemple aussi de partenaire, parce que Solaris Bank est une banque régulée, mais qui a une approche banking as a service, qui est quelque part une autre forme d'embedded finance,
chose qui est très très pertinente sur le marché français, parce que vous avez des grosses banques traditionnelles avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, mais qui n'ont pas nécessairement l'appétit ou la volonté de travailler avec les petites TPE, les individus ou les nouveaux types de particuliers, mais qui peuvent passer par des basses et justement avoir le service dont ils ont besoin, tout en bénéficiant du partenariat. Le client final, c'est très rare qu'il lise les mentions légales, c'est très rare qu'il se pose la question de comment est-ce que ça marche. Pour reprendre l'exemple de WhatsApp de Benjamin et que notre président utilise toujours, si aujourd'hui j'envoie un message WhatsApp de l'autre côté du monde, à partir du moment où il a été envoyé, je ne me pose pas la question pour un paiement, je veux que ce soit la même chose, je veux que ça marche et je ne veux pas nécessairement me poser la question à partir du moment où ça marche. Et généralement, une entreprise qui n'a pas les bons partenariats, qui fait les choses un petit peu à l'arrache en interne, l'expérience client est directement affectée et ça se voit. Et donc c'est pour ça que pour moi les partenariats sont essentiels à la réussite et à la pertinence pour pas justement devenir commodity. Je pense que sur la partie partenariat, on est en train de parler du partenariat au sein de l'embedded finance et effectivement pas juste avoir des partenaires externes, mais pour moi ce qui est très important c'est l'approche modulaire dans le partenariat, c'est que deux acteurs peuvent servir le même client, lui rajouter de la valeur et chacun sur son domaine d'expertise et d'expérience dans le but final d'aider la fintech ou la société à générer plus de clients, retenir ses clients, générer plus de revenus et donner une offre beaucoup plus riche. Donc c'est ce qui est très important, c'est d'avoir une approche modulaire, c'est de pouvoir proposer son expertise, sa brique, mais aussi permettre à son client, à la fintech, d'aussi faire des partenariats avec d'autres acteurs qui proposent de l'embedded finance sur un autre sujet qui est complémentaire pour l'offre finale, pour le client final. Donc c'est pour cela, effectivement, je suis d'accord avec Mohan, on ne peut pas tout faire tout seul. Les partenariats sont très essentiels via des intégrations simples, fluides et les apporter avec une approche modulaire, c'est-à-dire le client il peut choisir vraiment quel module utiliser et quel est le meilleur acteur pour chacun de ces services-là. Et donc avoir l'expertise de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans sans lui-même avoir à faire toutes les démarches ou tous les processus en interne, avoir quelqu'un qui va lui permettre d'avoir tout cela rapidement. Parce que l'enjeu, c'est effectivement le go-to-market, c'est-à-dire pouvoir commercialiser son offre à ses clients le plus rapidement possible. Donc si la fintech va tout faire seule, elle va pouvoir commercialiser dans 4 ans peut-être. Alors que si elle se repose sur des spécialistes qui vont arriver avec des approches, avec des briques modulaires via des API, ils vont pouvoir le faire en 6 mois, en 8 mois. Et donc le temps, il a une valeur très, très importante aussi. Merci Benjamin pour compléter. Non, beaucoup de choses ont été dites. Après, si on en revient à de la stratégie d'entreprise assez basique, offrir un service financier supplémentaire, c'est augmenter sa gamme de produits. Donc à chaque fois que vous lancez un produit ou un service, il y a toujours une logique. Est-ce que vous le faites en interne, de make or buy? Est-ce que vous le faites en interne ou est-ce que vous l'achetez auprès d'un tiers? Sur la finance embarquée, c'est exactement la même chose. Et donc souvent, dans la finance embarquée, il y a 2 éléments. 1, vous n'avez pas les ressources et les compétences en interne. 2, le time to market il serait beaucoup plus long. Et puis 3, il y a un effet de taille critique. C'est-à-dire que si vous êtes, alors je ne sais pas quels sont les flux gérés par Regat ou des acteurs qui vont proposer des éléments de paiement, mais d'héberger au sein de son entreprise un établissement de paiement avec tout ce que ça implique de réglementation, de structure, de conformité et tout, en fonction des volumes, c'est juste pas intéressant et ça fait juste une charge fixe qui est un peu économiquement, c'est un non-sens. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'était pour rebondir un petit peu sur les points que Benjamin, Laura et Christophe ont fait. C'était pour rajouter un élément par rapport à l'aspect commercial, parce que c'est quand même assez important. Monter une fintech, une embedded finance, ça coûte de l'argent, c'est pas donné. Et donc du coup, le plus de partenariats on ajoute, le plus ça peut augmenter. Mais je pense que pour répondre à cette question, à la question précédente, ça a quelque part créé des nouveaux modèles économiques. Non seulement le as a service, platform as a service, banking as a service, quelque chose as a service, qui fait que justement une fintech peut se lancer de façon rentable. Et pour moi,
je vois ça tous les jours pratiquement à Currency Cloud. On travaille aujourd'hui avec des entreprises qu'on considère comme clients, partenaires et concurrents en même temps. Et donc ça veut dire que pour moi l'embedded finance est vraiment réussi quand on change la relation de vendeur-client, et c'est vraiment l'histoire, voilà, je vous fais signer un contrat et je commence à facturer, mais c'est plutôt une relation de partenariat collaborative avec la même longueur, sur la même longueur d'onde, focalisée justement sur le go-to-market, le go-live, et non pas la fournition de services pour... C'est la notion d'écosystème. Alors il y a beaucoup de papiers qui arrivent de VC notamment sur l'économie autour des écosystèmes, où c'est plutôt des modèles financiers de commission, de rétrocommission, au lieu d'avoir tout en interne et une relation client-fournisseur ordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Merci, vous avez tous à un moment ou à un autre évoqué la réglementation. On va démarrer par vous, Laura, mais est-ce que le Embedded Finance c'est un accélérateur finalement de réglementation, de régulation? Alors, la réponse est oui. Voilà. Du coup, alors oui, on peut le percevoir de deux façons. L'accélération, elle peut être à l'initiative des acteurs du secteur. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de lobbying. J'ai discuté il n'y a pas longtemps encore, alors c'est pas sur les paiements spécifiquement parlé, mais il y a des acteurs qui sont en train en ce moment de présenter une tribune au gouvernement et à la CNIL pour faire évoluer tout ce qui est récupération des factures sur les sites internet et le fait que les fournisseurs ne jouent pas le jeu sur la mise à disposition de ces informations. Ça c'est des choses où effectivement ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont solliciter les organes de régulation pour pouvoir faire évoluer les choses et réussir à répondre aux besoins du marché, puisque c'est clairement des freins sur la possibilité de fournir ce service. On retrouve exactement la même logique sur le banking as a service. Je pense que clairement, quand on voit que certains acteurs traditionnels, les banques, pour ne pas les nommer, mettent des freins à toutes les fintechs alors qu'ils sont censés mettre à disposition un certain nombre d'informations, tout ça, on voit que les acteurs du secteur sont clairement poussent pour une évolution réglementaire. Après, il y a d'autres façons de le voir également, c'est-à-dire que les organes de régulation eux-mêmes sont quand même très attentifs à ce que les règles qui sont faites, qui sont, dirons-nous, faites de façon théorique dans un premier temps, ne freinent pas le tissu économique par ailleurs. On peut voir par exemple, il y a eu des réglementations qui sont sorties sur l'initiation de virement il n'y a pas très longtemps, où en fait ils avaient plafonné les montants qui permettaient d'accéder à cette technologie. Et finalement, au bout de quelques temps, ils se rendent compte que les sociétés qui peuvent utiliser cette technologie, qui font du B2B, quand elles font des virements, on est au-dessus des plafonds qui ont été définis, donc elles ne peuvent pas accéder à cette technologie. Donc on va revoir sa copie et puis on va faire évoluer la réglementation, parce que là on est clairement sur un cas d'usage où génial, il y a une nouvelle technologie, mais la réglementation que j'ai mise en place, elle ne fonctionne pas et du coup ça va être un frein. Donc ils sont quand même très attentifs à ce que la réglementation théorique soit pertinente pour les acteurs également, et dans ce sens, effectivement, je pense que l'embedded finance est un accélérateur sur la régulation. Ou même après, à titre personnel, je sais que nous-mêmes, on est utilisateur d'une solution avec... il y a différents statuts auprès de la CPR, donc vous pouvez être agent revendeur de solutions de paiement, mais vous pouvez être aussi tiers... j'ai un trou de mémoire sur le party provider. Tiers utilisateur. Tiers utilisateur, et ce tiers utilisateur est défini selon certaines règles à respecter, qui est que il faut que je sois clair sur le fait que c'est ce fournisseur-là qui fournit ce service d'initiation de paiement, et pas moi, Regat, mais du coup, en l'occurrence, nous utilise Fintecture. Et du coup, la CPR a voulu vérifier tous les cas d'application de ce statut, qui pour eux est encore un peu neuf et qui est par ailleurs très utilisé dans la FinTech, puisqu'il permet d'accéder à des services de façon plus simplifiée, puisqu'on n'a pas de démarche à faire pour avoir un statut spécifique d'agent d'IOSP, etc. Désolée, je ne suis pas une experte de tous les statuts. Mais voilà, et nous, on a eu des échanges beaucoup, en gros tripartite, ACPR, Fintecture et nous, pour bien comprendre si on rentrait bien dans ce statut-là, et les choses qui posent question, je pense qu'elles sont traitées dans un second temps pour faire évoluer les règles. Voilà. Donc il y a vraiment un esprit de cross-fertilisation, si je peux me permettre. Voilà. Mohan, peut-être un mot sur la réglementation. Oui, bien sûr.
Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la réponse soit oui. L'embedded finance est certainement un accélérateur de régulation et il a déjà été. J'ai parlé du fait, lors de la première question, qu'en fin de compte, les services financiers étaient historiquement uniquement fournis par les banques. Mais quelque part, c'est parce que c'était uniquement les banques qui avaient le droit de fournir des services financiers. Et je pense que l'introduction des nouveaux types de licences, des nouveaux types de statuts, comme Laura l'a évoqué, l'EME, les metteurs de statuts de monnaie électronique, les établissements de paiement, ont accéléré les choses, ont permis justement à des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles fintechs de se lancer et de faire ce que les banques ne voulaient pas ou ne pouvaient pas nécessairement faire. Alors attention, on a beaucoup mentionné ces sujets, c'est certainement pas les banques contre la fintech, c'est plutôt le contraire, je dirais. L'embedded finance rapproche les banques de la fintech et les met à niveau quelque part pour le bien du client final. Je voulais juste faire cette petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la régulation, mais c'était un petit point parce qu'on ne veut pas nécessairement parler trop négativement des banques, c'est nos amis. D'un point de vue de la régulation, j'ai donc parlé des nouvelles types de licences. Pour être un petit peu plus négatif par contre et se repencher sur le territoire français, on a créé ces nouveaux types de licences. Par contre, si on compare l'Angleterre à la France, il y a 500 EME en Europe, 248 sont en UK, seulement 17 en France. Donc ça a été un accélérateur, mais clairement il faut qu'ils accélèrent encore plus en France. Je pense que de manière globale, si on prend un peu de recul, c'est le régulateur, il cherche à protéger le consommateur, quoi qu'il arrive. Donc si on regarde, donc forcément il a dû se mettre à jour, en tout cas, ou s'adapter par rapport à l'embedded finance, à la nouvelle technologie. Si je prends deux exemples, il y a 10 ans, on était obligé d'aller à la banque, à l'agence pour ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui, tout se fait en ligne et donc le régulateur devait réguler cette partie-là, mettre les règles en place pour pouvoir permettre l'ouverture de compte et dans le but de protéger le consommateur. Aussi, avec l'arrivée donc, de tout ce qui est banking as a service ou embedded finance ou finance embarquée, etc., le régulateur a dû aussi s'adapter et mettre en place des cadres et des statuts pour des types de licences, etc., tel type d'activité pour chaque type de services fournis. Donc absolument, l'embedded finance ou la finance embarquée est un accélérateur de la régulation, mais tout ça dans le but toujours de protéger le consommateur final. Aussi d'ailleurs, c'est pour cette raison, Solaris Bank aussi a opté pour une licence bancaire afin de rassurer le régulateur d'un côté, mais aussi rassurer le consommateur avec notamment la garantie des dépôts qu'on peut proposer via la licence bancaire. Et à l'avenir aussi, avec toutes les nouvelles technologies qui vont arriver, avec l'embedded finance qui va évoluer aussi, la régulation va aussi évoluer en fonction pour permettre la protection du consommateur, donc de l'utilisateur final. Si on revient, alors, ce qui a surtout fait évoluer la réglementation, c'est la DSP2 qui date de 2018. Et bon, faut quand même rendre à César ce qu'est à César, c'est surtout l'Europe qui a poussé le régulateur français à ouvrir le marché bancaire au travers de cette nouvelle réglementation. Il y avait la DSP 1 qui était 2014 ou 2015. Mais donc l'Europe a quand même beaucoup œuvré pour ouvrir ce marché bancaire. Alors après, le régulateur s'adapte et s'adapte en continu. Et c'est vrai que c'est l'émergence de nouveaux modèles. Si on prend... il y a dans une vie précédente, j'ai fait l'inspection générale d'une grande banque. Et c'est vrai qu'ils sont très royalistes sur la façon dont on applique la conformité, mais il y a beaucoup de zones grises. Et il y a aussi beaucoup de nouveaux cas d'usage. Si on prend le Crédit Agricole, pour le citer, quand ils vont lancer une banque indépendante pour les pros qui était Blank, qui va utiliser la licence, et donc la licence de SFPMEI, qui est une société qui est détenue par des fonds d'investissement où il y a 7 personnes, ça veut dire que s'il y a un problème avec cette banque pour les pros qui appartient au Crédit Agricole, c'est SFPMEI, qui est une toute petite entreprise, qui est responsable. Ou même lorsque des groupes gigantesques comme Total veulent lancer une carte de paiement et qui vont passer par un acteur qui fait une vingtaine de personnes et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, bon, il peut y avoir une répartition du risque pour la protection du consommateur, où il peut y avoir encore un peu de fine-tuning là-dessus. Mais encore une fois, le régulateur, je pense, s'adapte assez vite et maintenant fait aussi beaucoup de consultations.
en tant que FinTech, nous, on est très sollicités pour échanger avec la CPR, échanger avec la Banque de France sur la façon dont ça doit évoluer. Et ça peut se faire qu'avec des nouveaux cas d'usage. Parce qu'ils ont... c'est très compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui va marcher. Nous, on ne le sait pas forcément, on a des convictions, eux non plus. Et donc, je vais presque sur base annuelle, ils spécifient un peu plus les règles, comment on peut les appliquer. Et je pense que ça se fait aujourd'hui en bonne entente avec la plupart des acteurs en France. C'est surtout que c'est constamment en train d'évoluer. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas dans 3 mois. Et que ce serait dommage que ce soit le client final qui en souffre. Et justement, je pense que l'Embedded Finance a permis des meilleures relations de confiance entre les régulateurs et les FinTech et les banques. Si aujourd'hui je suis une FinTech, je fais de l'Embedded Finance, mais que je fais appel à 3 différents partenaires pour fournir mon service, est-ce que je vais devoir dire à mon client, tu dois faire 3 onboarding et faire ton KYC 3 fois? Non. Et justement, ça facilite les choses dans le background, pas nécessairement en affectant le client final, tout en le protégeant, comme Christophe l'a dit. Mais c'est vrai nous, on travaille aussi bien avec des FinTech qu'avec des banques. Et il y a 2 approches, c'est-à-dire il y a une zone grise, vous avez une banque où il y a un département conformité qui va dire « c'est pas spécifié, je préfère ne pas y aller ». Et vous avez des FinTech qui disent « il y a une zone grise, donc on pense qu'on peut y aller, et on va y aller ». Et après, c'est même d'un point de vue conscient. Une grosse FinTech parisienne, par exemple, savait que c'était une zone grise, elle décide d'y aller et sa posture est de dire on va avoir une croissance de toute façon sur le segment qui est telle que c'est un peu nous qui allons définir la réglementation et le faire accepter, parce que de revenir en arrière, ça deviendrait compliqué. Et le régulateur, c'est un peu comme tout le monde vis-à-vis du consommateur, il a un risque d'image s'il met en place des choses qui sont vues comme trop conservatrices. Et donc c'est vraiment 2 approches qui, je pense, malgré tout, restent un frein assez important dans les banques traditionnelles, où vous avez une peur du risque qui est très très ancrée dans la culture. Merci. On arrive à la fin de cette table ronde, mais si on devait conclure un mot de la fin chacun sur les perspectives, le futur de l'Embedded Finance, on démarre par vous, Laura. Allez. En 2 mots, je pense qu'il y aura un futur radieux pour l'expérience utilisateur grâce à l'Embedded Finance dans les prochaines années. Voilà. Avec des enjeux quand même assez forts d'un point de vue réglementaire, c'est certain. Je souscris. Après, au final, c'est vrai pour l'Embedded Finance, mais c'est vrai pour plein de choses. Les cartes de paiement, elles sont sur nos téléphones. On a une expérience utilisateur qui est dans tous les cas de plus en plus intégrée, pour lequel les GAFA œuvrent beaucoup, pour que tout passe par eux, qu'on ait des plateformes uniques. Et donc c'est une tendance de fond qui va forcément se poursuivre. Et donc ça va apparaître à peu près partout. Et l'idée, c'est d'avoir le moins de points d'entrée possible. Donc forcément, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Je pense qu'on est vraiment au début de de l'embedded finance ou de la finance embarquée, et je pense que ça donne aussi beaucoup d'ouverture à d'autres acteurs. Et donc je suis d'accord que le futur est radieux. Il y aura énormément de collaboration, de partenariats, d'amélioration de l'expérience client, et donc il y aura d'autres services aussi qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, qui vont arriver sous forme de embedded finance aussi, et toujours ce défi réglementaire effectivement qui sera là, mais qui va aussi s'adapter. Donc moi je pense qu'on est vraiment au début, même si on voit beaucoup de belles choses sur les marchés, et il y a un futur assez intéressant. Je suis d'accord, merci. Non, je pense que de manière générale, ça va donner naissance à beaucoup plus d'inclusion financière à travers le monde. On n'a pas beaucoup discuté de ce sujet-là, mais je sais que des entreprises comme Scalit font beaucoup de belles choses avec des entreprises africaines, et ça c'est l'une des choses qu'il faut continuer à faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un petit peu froid aux yeux pour des raisons tout à fait justifiées, mais je pense que l'Embedded Finance va un petit peu ouvrir les portes à certains territoires qui sont un petit peu négligés aujourd'hui. Et que l'Embedded Finance, la FinTech en général, va prendre beaucoup plus de place sur l'économie française. Il y a des belles licornes, comme on dit ça, qui ont été créées, qui ont atteint le statut de licorne récemment, et je pense que ça va continuer. Et du coup, la France et les FinTech françaises auront le même poids que les FinTech américaines, anglaises, asiatiques sur la scène FinTech globale.
C'est tout ce qu'on leur souhaite. On va s'arrêter là et on va poursuivre les échanges autour de café, parce qu'il est un peu tôt là pour boire. Bonne fin de journée, merci à tous. Au revoir, merci. Merci.